Il l'avait déjà donné à une vingtaine d'enfants sans qu'il y ait le moindre problème. Les parents étant cousins germains, leurs 3 enfants étaient donc prédisposés à certains problèmes de santé. Leur aîné est d'ailleurs régulièrement suivi depuis le décès de leur 2e fils, qui souffrait d'une malformation cardiaque. Le fait est que leur 3e enfant, Lakshmi, n'aurait jamais dû être sélectionné pour aucun essai clinique. Ils ont recruté un enfant qui présentait des maladies contre-indiquées pour cette étude. Il s'agissait de tester un vaccin. Normalement, on fait appel à une personne ou à un enfant en bonne santé. Ce bébé n'aurait jamais dû être choisi. Il savait absolument tout de nous. Il avait été à nos côtés dans les bons moments comme dans les coups durs. C'était notre médecin de famille, depuis toujours. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Nous avons épluché les protocoles de cette étude à travers le monde. Partout ailleurs, l'âge minimal requis était de 60 jours. L'Inde est le seul pays, j'ai bien dit le seul, où la limite a été abaissée à 42 jours. Nous avions donc des sujets beaucoup plus jeunes que dans les pays développés, les pays occidentaux. Pourquoi le comité éthique de St. John n'a-t-il donc pas rejeté la candidature de Lakshmi? Et pourquoi a-t-il donné son feu vert? D'après nos informations, le comité d'éthique indien ne compte que 2 personnes, un président et un secrétaire. Pourtant, on nous a soutenu qu'il y avait en plus une personne chargée de la sélection des sujets. Quand on a demandé qui était le président du comité, on nous a donné le nom du président d'alors. Pas de celui qui était en place au moment où le protocole d'étude du vaccin antipneumococcique à l'hôpital St. John a été approuvé. Par des moyens détournés, nous avons fini par découvrir que le président en question n'était autre que le directeur de l'établissement. Cela rend le comité d'éthique complètement frauduleux. Du coup, même si le protocole a été suivi à la lettre, à la virgule près, ça n'a aucune valeur. Un comité illégal ne peut délivrer une autorisation légale. Selon YS, ce n'est pas le vaccin expérimental inoculé à Lakshmi qui est la cause du décès. Il n'en reste pas moins qu'elle n'aurait tout simplement pas dû recevoir cette vaccination. 6 semaines après le début de l'essai, une fois reçue la 3e injection, le cœur de Lakshmi s'est arrêté. Que dire de plus? Tout est terminé maintenant. Ce matin-là, à 9 h, on nous a dit que tout allait bien. Je suis rentré pour le déjeuner et à mon retour, c'était déjà fini. Une vie s'est éteinte. On peut parler de négligence médicale. Comment qualifier une telle violation des protocoles sinon? Il s'agit d'une faute professionnelle grave et les responsables doivent être identifiés. Ce cas a fait l'objet de la première enquête officielle menée par le gouvernement indien sur un essai clinique. Tous les essais prévus sur le vaccin pneumococcique de YS ont été suspendus pendant 6 mois. Ils ont maintenant repris. Mais cette enquête gouvernementale a été menée de manière pour le moins surprenante. C'est tout bonnement scandaleux. C'est inacceptable pour moi. Comment peut-on prétendre mener une enquête? Mais attention, une enquête qui n'a rien de routinier. On cherche à élucider la mort d'un individu, la mort d'un enfant.
Et on n'interroge même pas la famille? Allons, ça n'a rien d'une enquête, ça. Comment vivez-vous tout ça? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est lui le médecin. On ne peut pas le traîner en justice. Que peuvent faire des gens comme nous? Gandhi, le père fondateur de l'Inde, était avocat. Il a fondé l'État sur la loi et les principes démocratiques. Les victimes d'abus ou d'erreurs pendant les essais cliniques ont-ils la moindre chance de faire appel à la loi? Si quelqu'un vient nous voir pour poursuivre un grand laboratoire pharmaceutique, je vais lui demander s'il a de l'argent. Si la réponse est non, à quoi bon porter plainte? Il ne pourra se rendre au tribunal tous les jours alors que le laboratoire enverra ses représentants. Le plaignant sera ouvrier, instituteur, que sais-je. Il ne pourra pas se permettre de passer 10 à 20 ans en première instance, puis encore 10 ans en appel, puis en cassation. Il sera mort avant que la justice lui soit rendue. Voilà pourquoi les lenteurs de la justice ne sont pas autre chose qu'une négation de la justice. Personne n'intente d'action en justice. On est tranquille de ce côté-là. En Occident, on vous poursuit facilement. Ici, les patients sont obligeants. Ils se disent, notre médecin agit de bonne foi, ne lui causons pas d'ennui. Pour ce qui est de la teneur scientifique des essais cliniques, la bonne foi ne suffit pas. Au centre de recherche pharmaceutique d'Ahmedabad, le professeur Chichou s'interroge sur les données obtenues au terme de ces essais. La phrase la plus communément utilisée est « le médicament n'est pas la cause de cet effet secondaire, c'est une coïncidence ». Ça n'est pas correct. Tous les événements, les plus minimes soient-ils, doivent être pris en compte. Il faut tout noter. Certains font même parfois abstraction de la mort d'un sujet en disant « c'est dû à un problème de santé ». Non, il faut tout enregistrer. Cette situation inquiète tout le monde. Ces dernières années, un grand nombre de médicaments a été retiré du marché à cause d'essais bâclés. Les COX-2 avaient des effets si néfastes qu'elles ont été bannies une à une. Elles engendraient des problèmes cardiaques. Que s'est-il passé? Les chercheurs ne le savaient pas? Ils ne l'ont pas vu? La vérité, c'est qu'ils n'en ont pas tenu compte. Ils n'ont pas mis le médicament en cause. Pourquoi les effets secondaires des médicaments testés ne seraient-ils pas mentionnés dans certains rapports? Certains médecins gagnent beaucoup d'argent grâce au laboratoire. Du coup, si certains de leurs patients réagissent mal à un traitement ou ressentent des effets indésirables, ils les excluent de l'étude. On ne montre que les effets positifs. Grâce à ces résultats, les multinationales peuvent lancer leurs produits sur le marché. Très honnêtement, je n'ai jamais été confronté à ce genre de pratique. En revanche, j'ai entendu parler d'un laboratoire pharmaceutique qui s'est plaint, auprès du contrôleur général, d'un établissement qui essayait de manipuler les résultats. En réponse, le contrôleur général a fait fermer cet établissement. C'est une bonne initiative. Cela doit servir à dissuader les chercheurs de se livrer à des pratiques frauduleuses au moment de conduire une étude ou d'écrire un rapport.
J'ai en tête l'exemple d'un produit pour les diabétiques. Une grande campagne de tests a été lancée en Inde et dans le monde, et quelques mois plus tard, le laboratoire a conclu qu'il s'agissait d'un traitement très efficace contre le diabète. Une fois que les diabétologues ont commencé à le prescrire, ils se sont aperçus que leurs patients étaient sujets à de violentes douleurs abdominales et de forts vomissements. Ils ont même détecté quelques cas de pancréatite. La majorité de ces médecins a alors arrêté d'utiliser ce médicament. On peut se demander à quoi ont servi les études qui ont précédé le lancement du produit. Il est évident que ces essais n'ont pas été conduits correctement. Laissez-moi vous parler de deux antipsychotiques. L'un fabriqué par Johnson & Johnson et l'autre par Eli Lilly. Johnson & Johnson a fait 5 études cliniques. Et le résultat de ces études prouvait que le produit de Johnson & Johnson était supérieur à celui d'Eli Lilly. C'était leur conclusion. De son côté, Eli Lilly a également procédé à la comparaison de sa molécule avec celle de Johnson & Johnson. Et 4 de ces 5 études ont démontré que leur produit était meilleur que celui de Johnson & Johnson. Je trouve qu'il s'agit d'un exemple assez frappant de ce que certains appellent de la manipulation de données. La question est, comment en arrive-t-on là? Les laboratoires vous invitent-ils à l'étranger? Oui, ils le font. Que ça plaise ou que ça déplaise, c'est le cas. Certains crient au scandale, mais ça fait partie de la vie. Et c'est comme ça partout. Il semble que la communauté médicale soit divisée sur ce point. Oui, on se demande si c'est normal qu'un médecin se fasse payer des vacances. C'est toujours sujet à débat. Quelle est votre opinion? Si une entreprise respectable me le propose, pourquoi pas? Mais dans le cas contraire, je refuserai catégoriquement. Ce sera non. Certains médecins sont régulièrement contactés par les laboratoires pharmaceutiques et reçoivent de gros cadeaux. Par exemple, de belles voitures de luxe. Il arrive aussi qu'on leur offre des appartements ou des voyages. Tout ce dont ils rêvent. Les primes que touchent les médecins et les avantages dont ils bénéficient posent un problème majeur en Inde. Non pas parce qu'ils les acceptent, mais parce que la loi ne les oblige pas à faire état d'un conflit d'intérêts. Au bout du compte, tous ces essais garantissent-ils vraiment des médicaments efficaces et sans danger pour leurs consommateurs? Ces 10 dernières années, 80% des médicaments approuvés par les autorités américaines ont présenté d'autres effets secondaires que ceux signalés lors des essais cliniques. Pour moi, cela démontre clairement que le système est malade. Il y aura toujours des manipulations de données, c'est évident. Mais le problème est plus profond. Pour améliorer la fiabilité des études cliniques, il faut que le nombre de sujets étudiés soit beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Une fois les nouveaux médicaments autorisés et disponibles en pharmacie, des essais de phase 4 sont menés afin de détecter des effets secondaires éventuels. Dans la phase 4, quand le produit est déjà sorti, les tests ne sont pas faits très sérieusement, malgré ce que peut dire l'autorité de régulation. Et c'est problématique. Généralement, il faut plusieurs années et quelques morts pour que les autorités sortent enfin de leur torpeur et comprennent que quelque chose ne va pas. Le suivi n'est pas bon parce que les résultats de la phase 4 nous sont fournis par les fabricants. Ayant déjà reçu le feu vert, ils ne sont pas pressés de les donner.
En plus, ils peuvent interpréter les données comme ça les arrange. Ils retardent la sortie de ces informations. Lorsqu'elles sont enfin révélées au grand public, les laboratoires ont déjà fait leur beurre en utilisant les premières études pour promouvoir leurs produits. Ces essais sont menés par des médecins qui ont une réputation locale, régionale, voire même nationale. Les professeurs d'université et les grands noms de la médecine indienne participent aussi à ce genre d'études. Personne n'ose contredire ces grands pontes ou les firmes qui les emploient. Il est très difficile, voire impossible de changer le système parce qu'il n'y a aucune preuve. Laissez-moi vous dire quelque chose. La science est une bonne chose. Cadila sera toujours là où la science est utile, pratique et accessible. En matière d'éthique, cette entreprise fera toujours ce qu'il faut et ça portera ses fruits. J'ajouterai ceci, il n'y a pas de mauvaise science, ça n'existe pas. C'est ce qu'on en fait qui peut être mauvais. Le problème, c'est l'homme, pas la science. À ce jour, les organismes de réglementation américains et européens n'ont enquêté que sur quelques-uns des essais cliniques menés en Inde. Le British Medical Journal a proposé un système de contrôle alternatif. Une agence internationale indépendante qui autoriserait et contrôlerait les essais. Cela reviendrait à retirer au groupe pharmaceutique la responsabilité des tests. Éthiquement et scientifiquement, cette proposition garantirait une meilleure transparence.